Toujours un style aléatoire, toujours un maquillage aléatoire. Salut! On se retrouve dans le 5 avec Roxane. J'ai gigoté comme un porc là, non? Mais comme toujours, ça va être un petit bilan culturel quoi. Pourquoi est-ce que j'explique? C'est bon, ça y est, ça fait le 3e, t'as compris maintenant. Comme toujours, on commence avec les livres. Je ne l'ai pas terminé, donc il n'y aura pas de livre aujourd'hui. Hier soir, elle m'a énervée, mais je reviens sur ce que j'ai dit il y a peut-être 1 mois ou 2 mois. Maintenant, c'est mieux. Je comprends totalement. Moi aussi, j'aurais fait 700 pages si on m'avait donné l'argent pour faire une biographie. Carrément. Je reviendrai dessus plus tard. On va commencer par mon format préféré, donc c'est le film. Oui, je suis beaucoup moins série que film. Je trouve que les films, c'est plus condensé. Je regarde ça en 2-3 fois, je vais pas mentir. J'ai fait une petite sélection de quoi, 5 films? Non, il y en a que 4. Je vais commencer par celui qui sert le plus à rien. C'est Le tueur de l'autoroute. Je pensais me retrouver devant un film allemand, je me suis retrouvée devant un film néerlandais, c'est bien Roxane, bravo. Au départ, je me suis dit, merde, on est dans un remake de... un peu, pas un remake, mais c'était peut-être un peu inspiré de Haute Tension, que j'avais pas trop apprécié. Enfin, la fin, en fait, il est très bon, jusqu'à ce qu'il y ait la chute. Et là, quand il y a la chute, on fait... C'était pas logique. Bon, les acteurs sont pas mal, j'avais peur d'une chute un peu pourrie. J'en parle parce que ça fait passer le dimanche, voilà. Si vous voulez voir un film avec des voitures, l'Europe, un tueur et beaucoup de Samsung, ça c'est un truc que j'ai retenu de ce film-là. C'est plus facile de hacker un Samsung que de hacker un iPhone. Je suis en train de me dire, peut-être que là je fais une pub d'iPhone et en plus de ça, les iPhones c'est plus cher. Donc c'est débile. Mais le truc où vous dessinez là sur les Samsung là, une fois sur deux vous avez le même truc hein. Vous avez soit le Z bizarre, soit un 7, soit un M. Vous avez pas des trucs de ouf hein. Faites trop les malins. Bref, je vais passer à Madame 2. C'est le seul film que j'ai vraiment apprécié en mode œuvre d'art. Que ce soit l'histoire, que ce soit la mise en scène. Donc c'est 2. Opulse. J'espère que ça se dit comme ça. C'est un film de 1953, c'est un film en noir et blanc. C'est l'histoire d'une femme qui va revendre des bijoux dont elle se contrefiche. Pourtant, c'est son mari qui lui a offert la veille de leur mariage. Il va y avoir toute une histoire autour de ces bijoux. Moi, j'aime beaucoup les films parfois des années 50, 60. J'aime beaucoup les films de Pagnol. Et il y a des moments où ça ferait grincer des dents certaines personnes de maintenant. Déjà, la façon dont ils parlent, le côté très paternaliste. On se laisse un peu bercer, c'est facile à regarder tout en étant très beau. Il y a une scène dans Madame 2 où son mari il ouvre les fenêtres absolument partout parce qu'elle se sent mal et il ouvre les fenêtres et il y a un plan séquence qui est assez long, on le voit marcher dans l'appartement qui est immense, c'est vraiment très beau. Il y a des moments dans le bal qui sont magnifiques, elle porte des robes qui sont dingues, il y a ce jeu avec les boucles d'oreilles qui est super parce qu'en fait c'est des boucles d'oreilles qui passent de main à main et puis elles avaient pas de valeur au départ et à la fin elles ont une valeur, enfin ça devient une relique en fait, enfin c'est hyper important tout le jeu qu'il y a autour, mais il faut y aller en se disant voilà je vois un film des années 50, je vois pas un film des années 2000 avec les mêmes préoccupations sur le féminisme, c'est comme Pagnol avec... Ah, est-ce que je me trompe pas, c'est la fille du puisatier où quand tu le vois, même s'il y a eu une avancée, c'est quand même une femme qui tombe enceinte, puis on lui dit oui, ton mari il est mort, puis en fait bah elle sait pas vraiment, et elle garde quand même l'enfant, sauf qu'elle est reniée par son père, parce qu'elle était pas mariée avec ce mec, donc non c'était pas son mari. Donc voilà, c'est ça, il faut pas oublier dans quelle époque on regarde ça. Non, pas dans quelle époque, mais... à quelle époque ont été les films et qu'ils pensaient pas du tout de la même manière. Et pourtant c'est un très beau film, et dans les deux, hein, que ce soit La fille du puisatier ou Madame 2, il n'y a pas de morale en fait, il y a juste suis ton cœur, suis ton amour, enfin c'est très beau, c'est très libre et pour l'époque ils sont très ouverts. Pour maintenant nous on le verrait plus comme un film qui sort comme ça il est boycotté, c'est pas possible, c'est genre un film Disney quoi. Après j'ai regardé, alors je voulais le démonter ce film, il y a un spoiler énorme, de toute façon il y a des spoilers à chaque fois dans tout ce que je dis. C'était Slenderman, c'était nul. Je voulais regarder un film qui était sorti il y a pas longtemps d'horreur, je suis un peu dans ma période, oh tiens je vais regarder des films d'horreur. J'ai passé un très mauvais moment, jusqu'à la fin, spoiler, parce qu'à la fin, tout le monde meurt. Je l'attendais depuis tellement longtemps cette fin-là dans un film américain. Oui, non, parce que ça arrive très peu dans les films américains, même si ça arrive un peu plus depuis les années 2010, je dirais. Mais les films européens avaient beaucoup plus de facilité à le faire.
je pourrais en donner plusieurs, des cas de films européens où vraiment tout le monde meurt, et c'est comme ça et c'est pas autrement. Même The Descent, ils étaient tellement pas contents avec la fin qu'ils ont refait la fin pour le marché américain. Parce que ça leur allait pas qu'en fait il n'y ait pas de Final Girl. Mais dans la vraie fin, la fin européenne, elle est morte. Donc j'étais trop contente, j'étais là, oui, il y en a enfin un qui meurt, donc c'est pas comme Countdown. Mais c'est nul, c'est rempli de clichés, c'est encore des filles qui veulent sauver des filles, puis elle a une histoire d'amour avec un mec qui sert à rien. C'est un film d'horreur qui paye pas de mine, le payez pas. Si vous avez un petit VPN, parce que c'est vraiment, c'est quoi, c'est 1h30 de franche rigolade, et à la fin, tout le monde meurt, et tout le monde est content, et Slenderman, bah tu l'as pratiquement pas vu. Voilà. Par contre c'est un peu le même délire que The Ring pour la vidéo, alors ça j'étais pas contente, j'étais là merci, The Ring c'est un très très bon film, déjà il y a eu le premier japonais qui est super, il y a eu le deuxième remake américain qui a été pas mal fait, c'est chiant, arrêtez avec ce délire. Et donc on en vient à Cure for Life. Pourquoi est-ce que je dis on en vient à ça? Parce qu'en fait ça a été fait par le réalisateur de The Ring, le remake de The Ring. Alors c'est un film que je voulais voir depuis très longtemps. C'est un film que j'ai vu en bande-annonce au cinéma en 2017-2018, il est sorti en France. Il l'avait présenté en film d'horreur. Je le mettrai pas du tout en horreur, je le mettrai en thriller. J'ai eu le malheur de faire comme tout le monde parce que ça se passe dans un asile. Et donc de le rapprocher de Shutter Island tout de suite, ce qu'il ne faut pas faire. Parce que le problème avec A Cure for Life, c'est que c'est nul. Je me trouve drôle, c'est fou. Il y a trop de trous dans l'histoire. Alors il est vraiment magnifique. Je trouve que les acteurs ils jouent bien. Je suis tombée amoureuse de l'actrice principale. Là il n'y a pas de fausse note. Sur les plans il n'y a pas de fausse note. Il y a une atmosphère qui est assez pesante comme Shutter Island. Sauf qu'au contraire de Shutter Island, où l'histoire tient debout avant, pendant, juste avant... pendant et après la chute, là il y en a pas. Quand il y a un dénouement, bah déjà soit on l'avait vu à 200 km, soit on essaie de repenser à ce qui s'est passé et on se dit c'est juste pas logique. Il y a un truc qui se fait pas. Moi j'y ai repensé, j'étais là. Attends. Non là c'est pas possible, non. Mais il est beau. Je te conseille d'aller le voir parce qu'il est beau. Et qui fait du bien aux yeux, et que parfois on a peut-être envie d'avoir juste pas mal aux yeux. Et si vous voulez un film dans le genre asile, il y a Insane si je me souviens bien, si je me trompe je mettrai de toute manière l'affiche ici. Avec une chute qui est aussi très bien gérée, qui a été filmée tout à l'iPhone, donc allez-y. De toute manière il faut pas trop que je parle de films d'horreur, parce que le problème c'est que septembre c'est un mois un peu fou, hein. Mais octobre, ça va être le mois où je vais sortir un peu ma liste de films d'horreur. Là, on va passer aux séries. Parce que je suis passée aux films, quoi. Enfin, ça y est, j'ai dit tous les films que je trouvais bien. T'as vu? J'ai regardé 3 séries ce mois-ci. 2 sur Netflix, 1 sur Disney+. Disney+, c'est surtout pour rentabiliser. Moi, je l'avais pris que pour les Simpsons. Hein. Celle qui est sur Netflix, qui est A Girl From Nowhere. Pas mal, c'est une série thaïlandaise très moraliste. J'aime beaucoup l'actrice, à part son rire. Il y a des moments où j'avais envie de l'exploser avec son rire faux et tout. Ah, ça m'énervait ça. Je me pose des questions, peut-être août c'est pas un bon mois pour moi. Hein. Ouais, non. J'ai pas grand chose à dire sur cette série parce que je l'ai regardée un peu comme ça et puis ça se laisse regarder. Ce qui est bien aussi, tu regardes un épisode, si t'as pas envie de le regarder pendant 3 mois, tu la regardes pas pendant 3 mois. C'est une nouvelle histoire. Il y a juste l'actrice principale qui reste, mais elle bouge de lycée en lycée. En fait, c'est une fille qui bouge de lycée en lycée pour rapporter une morale dans tous les lycées. Mais une morale vraiment, pas le tuer des gens quoi. Alors, j'ai regardé Journal d'une future présidente, c'est le deuxième dont je vais parler parce que c'est celui sur Disney+, que j'ai pas terminé. C'est une petite série qui est sympathique à voir, plutôt orientée pour les préadolescents je dirais. C'est l'histoire d'une petite qui... Elle prend tout très à cœur, c'est une grande angoissée de la vie. Et la première scène, on la voit, elle est présidente et elle retombe sur ce journal et en fait elle relit ces moments-là. C'est bizarre de dire ça alors que j'ai parlé d'un film des années 50 et que je disais ah faut éviter de repenser à tout, mais là ouais clairement...
il y a beaucoup plus de remises en question sur qui sont vraiment les gens, sur le racisme, avec le deuil parce qu'elle a perdu son père et que sa mère refait sa vie 3 ans après. C'est quelque chose, si vous avez Disney+, c'est quelque chose que vous pouvez mettre dans votre liste. Je pense que c'est pas la série du siècle, mais c'est une bonne série. Par contre, on va passer à la série du siècle. L'année dernière, j'avais une amie qui m'avait dit « Faut absolument que tu la vois, faut absolument que tu la vois ». Et comme toujours, j'ai fait ma forte tête, je ne l'ai pas vue. J'étais avec mon père en Allemagne, et avec mon père, on adore regarder des séries le soir. Et je me suis dit, il faudrait que on se mate ça, quoi. On a fini les 2 saisons en 1 semaine, en 10 jours. C'est la Umbrella Academy. Tout le monde en a parlé, tout le monde l'a vu, je pense, j'espère. Parce que cette série est magnifique, les acteurs sont super. Genre, on rentre dans chaque personnage, on comprend. Moi, par exemple, Diego, je le trouvais hyper cliché, mais il est hyper cliché pour une raison. Bien sûr, mon préféré est Klaus. Bien sûr, ma scène préférée, c'est le moment où Ben rentre dans le corps de Klaus. Cette scène, elle est merveilleuse. Il y a la musique qui va avec, il y a le plan qui va avec, il y a les couleurs. À chaque fois, il se retrouve dans des bourbiers pas possibles. Et c'est hilarant, moi, genre... Il y avait des moments où on passe de rire à pleurer, puis enfin... Ou alors, c'est un mélange, puis on sait pas quoi penser. Et cette série, je l'ai bouffée, c'est une des premières séries de 2020 que j'ai bouffée comme ça en me disant non, j'ai les bouts, je veux pas qu'elle s'arrête. Pour l'instant, j'en ai regardé des séries là cette année. Mais c'est la seule où je me suis dit je veux pas qu'elle s'arrête, je veux pas qu'elle s'arrête. Quoique j'ai repris The Deuce là et j'en reparlerai aussi le 5 octobre. Et elle est un peu comme ça, mais elle est beaucoup plus compliquée à suivre. Alors que là, elle est pas compliquée, en même temps elle est... Il y a un rapport avec la famille, l'adoption, avec comment on se sent dans une famille où on nous a menti pendant très longtemps. Il y a aussi un rapport avec le deuil, comment est-ce qu'un deuil peut rapprocher des gens qui ne sont pas revus depuis hyper longtemps. J'ai juste envie de revoir la scène où Ben rentre dans le corps de Klaus et que il y a cette musique qui retentit et tout est bien fait. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est aussi regarder sur YouTube les making-of parce qu'il y a eu beaucoup de FX dedans. Il y a tout qui va avec. Puis en plus de ça, la 2e saison, ils sont transportés dans une autre décennie. Et c'est quand même les années 60. Déjà, il y a beaucoup de revendications qui sont là encore hyper importantes par rapport à tous les personnages qu'on a. Et aussi parce que c'est quand même un esthétisme, les années 60, qui en ce moment est vraiment revenu très à la mode. Enfin, les années 70. La musique aussi. Oh, j'allais oublier ça. La BO est fantastique. C'est Queen qui passe en plein milieu d'une bagarre. J'ai rarement vu une bande originale pour une série, pas pour un film, mais pour une série qui était aussi bonne. Alors, comme il n'y avait pas de livre, je me suis dit, je vais parler un peu de ce que j'ai regardé sur YouTube. Et je suis tombée sur 2 trucs super sur YouTube. Il y a la thérapie de Lisa Monet que j'ai beaucoup aimé. Alors thérapie, en fait, c'est fait par Vice, je crois. C'est un psychologue qui va interviewer des rappeurs. J'avais vu un peu celui d'Al Capote, mais ça m'avait pas tellement intéressé. Puis à un moment, je suis Lisa Monet sur Instagram. Elle répondait à des questions et elle disait ça, je l'ai expliqué dans thérapie, tape thérapie, Lisa Monet, tu le trouveras sur YouTube. Et wow, je me suis arrêtée, j'ai fait... D'accord. Alors Lisa Monet, il faut savoir que c'est un peu un personnage. Il y a des moments, elle me sort un peu par les yeux, mais en même temps, elle me fascine. J'ai une fascination pour elle parce que c'est une actrice porno qui a été aussi escorte. Elle l'explique très bien dans cette interview. Et elle a ce côté... Je disais qu'elle me fascinait, mais je disais quoi d'autre? Pourquoi elle me fascine? C'est quelqu'un qui a fait de l'argent elle-même. On l'a toujours rabaissé, elle le dit dans cette interview. Et en même temps, elle s'est dit, bon qu'est-ce que je peux faire? Moi, je la rapproche pas mal de Zaya. J'avais beaucoup aimé aussi une interview, j'espère que je la retrouverai, de Zaya sur Antidote, où elle avait très bien expliqué pourquoi est-ce qu'elle était devenue prostituée, comment est-ce qu'elle en avait fait un business, et comment est-ce qu'en fait elle avait pris parti du fait de se faire briser le cœur. Et au lieu de se faire briser le cœur pour rien, elle couchait avec des garçons pour de l'argent, quoi. Alors oui, c'est pas bien de glamouriser ça. Lisa Monet ne le fait pas du tout dans thérapie. Zaya, jamais elle glamourise le truc. Mais elle me fascine dans le sens où elles ont tout de suite pensé à un business qui viendrait pas dans l'esprit de quelqu'un aussi jeune. Lisa Monet un peu moins, c'est pas aussi jeune. Après Lisa Monet c'est beaucoup plus fait toute seule parce que son argent elle l'a réinvesti dans la musique. Après la musique, comme elle a dit, le problème c'est que ça c'est pas hyper bien passé. Et je me dis, mais déjà on n'est pas prêt pour ça en France. Ce qui est bête parce qu'on a quand même
des Cardi B et Nicki Minaj qui tournent en boucle ici, mais comme c'est des américaines, ça passe beaucoup mieux que les françaises, ou que les francophones du moins, parce que Shai elle a exactement le même problème, mais elle a quand même réinvesti là-dedans et elle s'est donnée. Dès qu'on a su qu'elle était actrice porno, enfin qu'elle avait tourné dans des pornos, on lui a dit « Ah non mais en fait t'es sale !» Mais pourquoi en fait? Je comprends pas. Ça c'est un truc qui m'énerve. Donc allez voir, Thérapie, il est bien. Et puis après j'ai regardé le tataki sur les cam girls, que j'ai beaucoup aimé. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup en ce moment, OnlyFans, tout ça, il faudrait que je digue un peu plus sur ça. Je crois que j'ai pas mal regardé aussi à cause de l'histoire de Bella Thorne. Grande histoire, ça, je mettrai un lien de ce qui s'est passé. Je souris, mais je souris jeune pour celles qui se font de l'argent sur OnlyFans et qui, mangent grâce à ça. Voilà. Et j'ai regardé, il n'y a pas que ça, il y a aussi eu une interview d'une camgirl par Clemity Jane. Et c'est hyper intéressant de voir un peu son point de vue. Donc encore, ça tourne vraiment sur le travail du sexe que j'ai regardé sur YouTube. Mais c'est un peu ce qui m'intéresse en ce moment. Je pense un peu à mon mémoire de 4e année là. J'en dis trop. Je vous dis au revoir. On se retrouve dans une semaine ou deux. Gros bisous, prenez soin de vous. On s'en fiche d'avoir une notification pour savoir si Roxy ou pas a fait une nouvelle vidéo. Par contre, l'abonnement, ça me fait toujours plaisir. Et puis, abonnez-vous aussi à Instagram, je suis hyper active en ce moment, je le mets là. Encore une fois, prenez soin de vous, je vous fais des bisous, et puis, cultivez-vous, hein? Ça fait du bien parfois. Je vous jure. Bon, après, on tombe sur des films un peu comme Slenderman. Et là, tu sais pas trop quoi faire. Ouais, je vous laisse. Je suis en train de parler avec moi-même là.